Bonjour, dans cet épisode, je souhaite te parler d'amour. L'amour, c'est mon sujet préféré, c'est l'essence de la vie, c'est quelque chose dont on peut pas vraiment parler mais qu'on peut plus ressentir. Mais j'ai envie d'en parler pour parler de mon chemin vers l'amour de moi. Parce que pour parler d'amour, je souhaite parler d'amour de moi qui est étroitement lié à l'amour qu'il peut y avoir ensuite en interaction. Mais c'est avant tout cette rencontre avec moi-même, notamment à cause de déceptions amoureuses, romantiques, mais cette rencontre qui a pu avoir lieu parce que je ne trouvais pas, parce que la vie, les rencontres, les amoureux ne me donnaient pas l'amour, j'allais dire suffisant, mais c'est même pas qu'il suffisait pas, c'est surtout que rien ne suffit quand soi-même on ne peut pas voir. Quand moi je me sens indigne d'être aimée parce que je ne reconnais pas ma valeur, je vais pas comprendre pourquoi on m'aime. Donc même si on m'avait aimée d'une manière jolie, et c'est déjà arrivé, eh bien ça suffit pas. Il y a toujours quelque chose de l'ordre du manque, de l'ordre d'une absence de sérénité ou de comparaison ou de manque de confiance en moi. C'est en 2020, ça fait 6 ans, c'est quand j'avais 30 ans que j'ai vraiment activé un travail de confiance en moi parce que je me rendais compte que je dépendais trop de ma relation, que mon état de bien-être, de mal-être était dépendant de ma relation. Et je voulais pas ça, je voulais être indépendante, je voulais pouvoir être heureuse quand je suis toute seule, simplement. Donc j'ai commencé à mettre sur papier, en plus la crise sanitaire aidant, j'avais beaucoup de temps et c'est pour ça que je me suis dit, bon j'ai du temps, je veux l'utiliser d'une manière qui me servira dans ma vie parce que là il y a des choses à changer. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à reconnecter à qui j'étais quand j'étais petite, quelles choses je faisais, ce que j'aimais. J'ai fait aussi une liste de ce que je n'aime pas aujourd'hui dans ma vie d'adulte et les choses dont je suis fière. Et tout ça m'a aidé à réévaluer ma valeur, qui je suis quand j'ai une opinion, un avis sur quelque chose, lui reconnaître sa valeur. En fait, ne pas le trouver moins bon que l'avis d'une autre personne, que la vision d'une autre personne. C'était ouais, mais en fait si je suis d'accord, ça paraît évident comme ça, mais je suis d'accord avec ce que je dis, avec ce que je pense, je suis d'accord avec ma vision, je la trouve juste, je la garde quoi, je vois pas pourquoi je la troquerais contre la vision de quelqu'un d'autre. Il y a du sens à ce que je vois et avec mon filtre de ma vie et de ce que j'ai vécu, mon histoire, mon éducation. Donc ça a été un premier grand pas. Lister les choses dont j'étais fière, ça m'a beaucoup aidée parce que dans notre société, ça passe beaucoup par la reconnaissance de ce qu'on a pu faire autour de soi, ce qui peut se mesurer concrètement. Et vu que c'est un peu dans ça qu'on est élevé et qu'on grandit, eh bien le fait de moi-même voir cet aspect-là de moi, ça vient nourrir l'ego aussi, la partie de l'ego, sans que ce soit déséquilibré. En tout cas, ça vient remettre de l'équilibre dans ne pas me dévaloriser. Ça vient faire du bien à mon ego dans le sens où déjà moi-même, je reconnais ce que j'ai fait et que je trouve nourrissant, constructif, positif, et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Surtout que ça arrive souvent qu'il y ait des manques de reconnaissance de l'extérieur. Donc c'est remettre déjà le regard que j'attends à l'extérieur, mais le remettre dans mes propres yeux, dans ce que je regarde moi et de ce qui me concerne. C'était le premier pas vers l'amour de moi. Avant ce pas de confiance en moi que j'ai voulu travailler, 3-4 ans avant, quand j'avais 27 ans, j'étais très exigeante. Ça n'allait pas, j'étais pas bien, j'étais exigeante avec moi-même et donc avec les autres. Et ça me mettait dans des systèmes d'attente, peut-être de jeux psychologiques aussi. Et j'avais fait un coaching
pour m'aider à gérer mes émotions et aussi prendre confiance en moi dans le cadre d'oraux, de concours que je passais pour la fonction publique. C'est la communication non violente que m'a appris cette coach, que m'a transmis cette coach, qui a commencé à me sauver à ce moment-là. La communication non violente, c'est partir d'une situation qui crée une émotion, j'allais dire un malaise, mais pas nécessairement. Mais dans le cas d'études, je vais dire une émotion inconfortable, tristesse, colère, déception, frustration, contrariété. Et à partir de cette situation et de cette émotion, c'est me demander quel besoin j'ai, moi, qui n'a pas été assouvi. Pourquoi cette situation m'a causé cette émotion? Mais c'est parce que j'avais tel besoin. Pourquoi je me suis vexée quand il n'a pas écrit, quand il est bien arrivé? Parce que j'ai un besoin de communication, de connexion, de me sentir incluse et considérée. Voilà, par exemple. Cet outil de communication non violente m'a aidé, moi, à un niveau personnel. C'est un outil qui a été aussi créé pour pouvoir communiquer avec l'autre. Mais déjà, rien qu'à un niveau personnel, pouvoir me dire « je ressens ça parce que j'ai besoin de ça et que je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin », ça vient tout de suite mettre de l'ordre, mettre des mots et de la compréhension. Je suppose, là comme ça de manière un peu arbitraire, je suppose qu'on ne peut pas vraiment s'aimer si on ne se comprend pas un petit peu. C'est peut-être un raccourci. Mais en tout cas, moi, de me comprendre, comme comprendre c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit, et bien en me comprenant davantage, je peux plus comprendre mes mécanismes et apprendre à les aimer et à les légitimer, même s'ils sont différents des mécanismes d'une autre personne. Voilà, donc communication non violente, je dirais que ça a été aussi un outil dans l'amour de moi-même parce que je considérais enfin ce qui me traversait moi. Je décidais enfin de laisser une place à mes propres besoins. En tout cas, à commencer à apprendre à les reconnaître, à apprendre à mettre des mots sur mes émotions. Tout ça a contribué à mettre de la conscience. Et la conscience, c'est le début d'un grand chemin. D'un chemin, je dirais, donc là sur un plus long terme, en tout cas pour moi, mon propre chemin, c'est le début du chemin de l'éveil, en fait. Vouloir mettre de la conscience sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous arrive, sur qui on est, dans quel monde on vit, comment tout ça s'est construit, comment soit on a évolué avec ce qui nous a traversé, ce qu'on a subi comme blessure, ce qu'on a appris, ce qu'on veut plus reproduire. J'ai perdu le fil de ma phrase. Donc la communication non violente et cette reconnexion avec ma propre valeur intérieure, avec mes yeux. Ça a contribué à nourrir l'amour de moi. J'ai commencé en 2020 à me faire des autocâlins. Aussi, ce qui a induit ça, c'est des cours de yoga à distance pendant la crise, où la prof, quand on était dans une position où on avait nos genoux près de notre visage, elle nous disait, si vous voulez, vous pouvez embrasser vos genoux. Donc on faisait ou pas. De toute façon, chacun était chez soi, libre de le faire ou non. Et j'avais remarqué que ces petits bisous à mon corps me faisaient beaucoup de bien. Ils venaient de moi, mais ils faisaient beaucoup de bien quand même. C'était comme une reconnaissance, une gratitude envers mon corps, de le remercier, de me porter, d'aller bien. Et moi, je me remerciais de lui donner ce moment de yoga, ce moment de détente, de respiration, de prise de place à l'intérieur de mon propre corps, de laisser circuler les tensions, les émotions, avec ces positions d'ouverture de hanches et de cœur qui laissent sortir, et la gorge aussi, et qui laissent sortir ce qui est à l'intérieur et qui est plutôt figé. C'est assez naturellement que je me suis tournée vers l'autocâlin. Cet autocâlin, j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus dans les étirements, dans les cours, les séances d'éveil corporel. On dit qu'on se tient les omoplates et puis plus ou moins on assume que c'est un autocâlin, mais le geste est là et le geste fait du bien. Pour peu qu'on vienne y poser la tête à l'intérieur, c'est très agréable. Et c'est faire le choix, assumer
de dire, ouais, c'est super cool de recevoir, de partager de l'amour avec une autre personne, mais en attendant, je veux pas que toute mon existence dépende de ça, et je suis capable de me donner de l'amour à moi-même. Je suis capable de me donner de l'amour à mon enfant intérieur. Quand j'ai reconnecté avec ma valeur, que j'ai voulu reconnecter avec mon enfant intérieur, c'est aussi parce que je l'avais rencontré juste avant la crise. Et pendant la crise, j'ai été la voir, cet enfant intérieur, et j'ai vu lors de cette méditation guidée une petite fille qui avait été abandonnée par moi-même. Et le jour où j'ai vu ça, j'ai pris l'engagement de ne plus jamais la laisser. De ne plus jamais tolérer qu'on me traite mal, et donc tolérer de moi-même la traiter mal. En fait, je me rendais complice quand j'étais avec un amoureux qui me traitait pas avec un respect comme moi je l'entends, et qui m'aimait peut-être de manière conditionnelle, conditionnée, qui ne me reconnaissait pas, ou en tout cas ne le disait pas. Au contraire, me comparait. Il me comparait beaucoup. Tout ça, ça venait mettre de l'ombre sur ma petite fille intérieure. Et quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis dit, waouh, les dégâts qui se sont passés. Et je commençais à comprendre ce que c'était tout le processus de rencontre de l'enfant intérieur, qui consiste à devenir le parent aimant pour soi, pour l'enfant qu'on a été, pour l'enfant qui a été blessé. Et comme on est la seule personne à connaître aussi bien cet enfant, on sait les besoins qu'elle a. Moi, je savais les besoins qu'elle avait. Je sais les besoins qu'elle a d'être vue et entendue. Et je veux lui donner ça. Et donc, devenir aussi au fil du temps, ça demandait de traverser quelques blessures, quelques conscientisations, quelques traumas. Bien, le temps de faire tout ça, ça a demandé un engagement soutenu, de prendre conscience de ce qui me blesse, de lui dire j'entends que tu es blessé, je vais m'en occuper, je vais pas te laisser là-dedans. Je vais le prendre en compte dans ma vie et je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Tu peux te sentir en sécurité, tu peux avoir confiance en moi, parce qu'en fait, elle n'avait plus confiance en moi. Quand je me suis retrouvée dans cette méditation guidée, visualisation, et que je l'ai vue, elle était prostrée. Elle était prostrée, elle ne me regardait pas dans les yeux, elle était triste, elle ne me faisait pas confiance. Donc moi je lui ai dit, écoute, je vais rester là jusqu'à ce que tu puisses me regarder, parce que je ne veux pas faire autre chose de ma vie. Je veux pouvoir faire en sorte que tu me regardes et que tu aies confiance en moi et qu'on puisse avancer à deux. Ma part enfant qui est celle qui me raccroche à la magie de la vie, à la légèreté, à la joie et au divin. La magie de la vie, le divin, c'est ce qui existe sans tous les freins qu'on nous a mis ensuite, ou qui se développent aussi avec l'ego en grandissant. Donc cette partie-là de moi, mais elle est hyper précieuse. Elle me permet de vivre une vie de créativité. C'est mon enfant intérieur qui me permet d'explorer ma créativité, qui est à la source de ça. Donc pour combiner cet enfant intérieur et ma part adulte, c'était et faire exister cet enfant dans une certaine paix, une sérénité, ça demande à ma part adulte d'exister aussi, d'organiser les choses pour que elle puisse exister et que l'enfant puisse exister. Donc ça veut dire mettre un cadre, une sécurisation. En fait, c'est être responsable, c'est être un adulte responsable. Et dans notre monde, ça c'est une petite parenthèse qui n'est que qui est mon avis. Dans notre monde, je trouve qu'il y a peu d'adultes qui sont responsables. J'entends par responsable qui écoutent, qui se vexent pas, qui ont appris à se connaître et à faire avec ce qui les compose, et qui vont pas justement faire peut-être des caprices comme un enfant qui sera en colère, qui serait pas écouté, qui a envie d'avoir quelque chose et qui va faire un caprice pour ça. Pour moi, un adulte responsable, c'est un adulte qui assume d'être qui il est, qui ne blâme pas les autres pour qui ils sont. Je sens comme un contresens parce que je suis en train quelque part de blâmer les personnes non responsables. Mais je partage ce que je vois de la société. Et
tout ce qu'on fait aussi pour nous anesthésier, pour anesthésier l'anxiété de vivre, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, tous ces moments d'anesthésie, que ce soit l'alcool, les autres addictions, la cigarette, les plantes, des plantes sacrées dont leur usage n'est pas toujours sacré, et d'autres addictions, le café, la dépendance affective, le besoin d'être validé. Ça aussi, c'est une sorte d'addiction, de ne pas pouvoir prendre une décision seule, mais de demander une validation. Tout ça, ça m'évoque des aspects d'adultes qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas un comportement. Je rectifie, je vais plutôt dire qu'ils n'ont pas un comportement responsable. Parce que je crois dans l'absolu, on a tous des comportements qui, à un moment donné, sont peut-être irresponsables. Mais c'est quoi le global? C'est quoi le global? Moi aussi, il y a des moments, ça m'arrive de ne pas être raisonnable. Et c'est OK. Mais avec une envie profonde d'honorer ce qui me traverse, de lui laisser de la place dans le monde, de ne pas me dévaloriser, de ne pas me survaloriser et d'avoir une vision équilibrée, au plus proche de ce qui est juste pour moi, pour l'autre. Et tout ça, ça demande de la conscientisation. Et peut-être que je vois en l'adulte peu responsable, peu de conscientisation de sa propre personne, du monde, de l'autre. Donc c'est comme si, là je constate en parlant, c'est comme si je voyais en une personne qui n'est pas consciente, une personne qui ne peut pas vraiment s'aimer. Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit une vérité, parce que je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de passer par une conscientisation vraiment active, comme moi je fais dans ma vie, dans le quotidien, pour pouvoir dégager quelque chose de très positif à leur propre égard. En fait, elle ne se pose même pas la question. C'est comme si c'était déjà inné. Et donc la conscientisation, c'est peut-être pas c'est un chemin parmi d'autres. En tout cas, conscientiser ma valeur, ça m'a aidé à nourrir l'amour de moi. Et en nourrissant l'amour de moi, je ne tolère plus le mal-amour de moi à l'extérieur. Si je tombe amoureuse d'une personne qui m'aime mal, je vais dire par aimer mal, quelqu'un qui va essayer de me faire douter de moi-même, qui va essayer de me manipuler à son avantage pour préserver la relation, ou pour que je garde un bel œil sur sa personne, pour pas qu'il soit démasqué en fait. Donc si je tombe amoureuse d'une personne qui m'aime un peu mal, ouais, ça va me prendre un peu de temps de m'en extirper, mais le fait d'avoir conscience de ça m'aide. Comme c'est un peu nouveau cette version de moi, donc je reprends les différentes étapes. Il y a d'abord eu le coaching avec la communication non violente, où j'ai pu vraiment me regarder à l'intérieur et voir et légitimer tout ce qui existe. Donc commencer le chemin de l'amour vers moi-même. Ensuite, il y a eu la rencontre avec l'enfant intérieur, où j'ai voulu entamer ce chemin vers je veux être la parente aimante de moi-même. Je veux être là pour moi-même. Je veux me chérir. Je veux me dorloter. L'étape d'après, c'est la retraite de méditation en Colombie que j'ai faite il y a 2 ans, 2024. Donc ouais, c'est à peu près tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il y a eu quelque chose d'assez fort. Et cette retraite de méditation, ça a été toute une suite de cheminements. Elle m'a permis à nouveau de mettre de la conscience sur toute ma vie, sur toutes mes blessures, d'une manière très claire. Parce que 6 heures de méditation par jour pendant 12 jours, ça laisse du temps pour regarder au fond de moi-même, sur des thématiques différentes chaque jour. Cette conscientisation-là m'a permis de me soigner vraiment de ma dépendance affective. Si bien que ça m'a fait arrêter de fumer et de boire à la sortie de la retraite. Je n'ai jamais refumé. J'ai réessayé de consommer de l'alcool. C'est sympa de temps en temps, 2 ou 3 gorgées de quelque chose que je trouve vraiment bon. Mais je ne peux plus boire comme c'était le cas avant, et je n'ai plus envie de boire comme c'était le cas avant. Je n'ai plus envie de modifier mon état de conscience. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je recherchais parce que je voulais anesthésier l'anxiété dont je parlais tout à l'heure justement. Et quand je parlais des comportements que moi je trouve pas responsables. Et à ce moment-là, c'est vrai que je trouvais que c'était une fuite de la vie. Je trouvais que c'était pas responsable.
Alors je faisais un peu comme je pouvais, avec cette anxiété de vivre dans notre monde, en ayant la croyance que c'est ça notre monde, c'est se lever le matin, être fatigué, aller quand même travailler, boire du café toute la matinée, attendre la fin du travail, même si c'est quand même sympa, mais me dire bah ouais, ce sera mieux après, quand ce sera fini. Boire une bière parce que je suis stressée, et puis aller me coucher et recommencer. Avoir cette croyance-là, que c'est ça la vie, ben ouais, il y a de quoi anesthésier, avoir envie d'anesthésier ça. Donc cette retraite de méditation, j'en sors, je mets fin à mes addictions, même le café, j'avais beaucoup réduit. En fait, tout ce qui venait me nuire à mes poumons, nuire à ma respiration, nuire à la beauté, à ce qu'il y a de beau dans la vie et dans la vie qui me traverse moi, tout ce qui pouvait nuire à ça, je me disais, bon, je vais l'enlever ou le réduire. Je veux être responsable de moi. Donc la retraite de méditation, quand j'en suis sortie, il y avait cette dernière version de moi, une version mise à jour de je ne veux plus exister à travers le regard d'un homme, ça n'arrivera plus. Donc depuis 2 ans, j'expérimente ce que c'est l'amour avec la dernière version de moi, c'est-à-dire une version où j'ai appris à m'aimer et où je suis prioritaire dans ma vie et où si j'aime quelqu'un, alors oui, je vais l'aimer, mais je m'aimerai toujours en premier. À ce propos, donc ça peut paraître égoïste comme ça quand on l'entend, et ça fait quelques années que depuis que j'ai compris, que j'ai travaillé un peu sur moi et que en fait j'avais compris que l'égoïsme c'était un prérequis à l'altruisme. On parle très mal de l'égoïsme dans notre société, on blâme les gens d'être égoïstes, etc. Ça m'arrive aussi de les blâmer. Simplement que si on ne fait pas les choses pour soi, personne ne les fera. On ne peut pas faire les choses... Enfin, moi, je trouve que je ne peux pas faire quelque chose pour quelqu'un si je ne suis pas déjà bien moi-même. Si je vais aider quelqu'un à déménager parce que je me suis engagée, mais que je suis dans une énergie fatiguée parce que j'ai eu une semaine chargée, si j'y vais, en fait, je ne vais pas pouvoir aider d'une manière efficace, aidante. Ma présence, elle ne sera pas optimale. Bon, l'exemple est peut-être mal choisi. En tout cas, aller voir une personne qu'on aime parce qu'on lui a dit qu'on allait la voir, par exemple, mais que moi, à ce moment-là, j'ai pas envie, le cœur n'y est pas. Peu importe pourquoi j'ai pas envie. Et c'est ça aussi, c'est que tout est légitime. Apprendre à s'aimer, c'est légitimer tout ce qui nous traverse. C'est ne pas juger. Bah ouais, là, je suis fatiguée et j'ai pas envie. Ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut juste dire que j'ai pas envie là tout de suite. Là, tout de suite, j'ai envie d'être avec moi-même. J'ai envie d'aller me coucouner, de prendre soin de moi, de prendre un bain, d'être au calme, en fait. Et j'ai le droit de vouloir être au calme. Et j'ai le droit de pas avoir envie de me justifier aussi. C'est quelque chose qui est venu avec l'amour de moi-même. Je n'ai plus envie de me justifier. Je n'ai plus envie de prouver quoi que ce soit. Parce que ce que je veux prouver, ça veut dire que ça n'existe pas vraiment. Ça veut dire que je suis encore à une phase où je me fais croire des choses, mais au fond, c'est pas très clair. Si quelqu'un ne me croit pas dans mon honnêteté, par exemple, je vais pas lui prouver par A plus B que ce que je lui ai dit, c'était une vérité. Parce que moi, je sais que c'est une vérité. Et s'il me croit pas, c'est son problème. Prouver, c'est déjà se rendre esclave de la vision de l'autre, de comment je veux être vue par cette personne, comment je veux être aimée par cette personne. Et là, je perds mon propre centre, je me dilue dans le regard de l'autre et je pars dans des explications, dans des justifications, dans des preuves de qui je suis. Je me souviens dans ma vie, auprès de 2 amoureux différents, ça m'est arrivé de leur dire « Mais regarde comme je suis sympa, regarde comme je suis généreuse, regarde comme t'as de la chance d'être avec moi. »
ben, je me rends bien compte qu'au niveau de ma dignité à ce moment-là, elle était au plus bas. Je demandais à être vue et à être aimée pour qui j'étais parce que visiblement, ils ne le voyaient pas. Et c'était triste qu'ils ne le voient pas. Mais en fait, si les personnes ne me voient pas, je ne veux pas leur prouver qui je suis pour qu'elles me voient. Je ne veux plus faire ça. Quand ça arrive, je dois avoir la force de tracer ma route et de ne pas attendre d'être vue et d'être aimée pour qui je suis. Et pendant ce temps-là, c'est très utile d'être aimée par moi-même pour ne pas me sentir abandonnée, pour ne pas me dire cette personne-là, elle m'aime pas, je suis pas aimable. Si, c'est juste qu'elle elle m'aime pas, et l'amour, on sait très bien que c'est aléatoire. Ce qui m'a fait aussi beaucoup de bien dans cet amour de moi-même, et pour accueillir les ruptures ou les amours non réciproques, accepter des amours non réciproques, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de me dire, mais moi, je contrôle pas qui j'aime et pourquoi j'aime. Bien sûr, je peux mettre des mots derrière pour dire, oh, j'aime bien quand il fait ci, quand il fait ça, mais l'amour dans sa version la plus pure, presque on peut pas mettre de mots, juste on aime la personne, c'est tout. On sait même pas pourquoi. Et donc je me rappelle, moi, quand j'aime, je sais pas pourquoi, et quand j'aime plus ou quand j'aime pas, c'est énergétique, c'est chimique. Donc quand quelqu'un ne m'aime pas, je n'ai pas à le prendre personnellement. C'est comme ça. Et cette sorte de fatalisme m'aide aussi, parce qu'il ne me fait pas dépendre, il ne fait pas dépendre ma valeur des autres. Il ramène les choses à des faits, à du concret. Et je peux me dire, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimable de personne. Ça veut juste dire que cette personne, elle m'aime pas. Et moi, j'ai le droit de l'aimer aussi. J'ai le droit de faire exister cet amour que j'ai pour cette personne. J'ai le droit de lui écrire des lettres dans mon carnet. J'ai le droit de lui dédier quelques pensées. Et puis un jour, ça passera. Le temps fera son œuvre. Parce que c'est ça aussi qui est peut-être difficile quand on aime quelqu'un d'une manière unilatérale. C'est d'avoir l'impression de ne pas pouvoir faire vivre cet amour. Donc moi, je me suis autorisée à faire vivre ces amours unilatérales parce que je les trouvais quand même très belles. Donc pour finir, par rapport à l'amour de soi, l'amour de moi, j'aimerais aussi parler de l'amour avec l'autre, qui est étroitement lié. En fait, je vais pouvoir aimer l'autre comme je m'aime moi. Si moi, je me souhaite de la liberté, c'est comme ça que j'honore mon existence. Si je me souhaite du bien-être, de la légèreté, parce que c'est comme ça qu'il me semble honorer mon existence, les personnes que j'aime, je leur souhaite la même chose. Et je vais œuvrer pour qu'elles accèdent, que ce soit dans mes intentions ou dans mes actes, pour qu'elles accèdent à ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Ma manière à moi de m'aimer, c'est effectivement de me laisser, de créer les conditions d'une vie où je peux être libre, où je peux être affranchie de mes peurs, où je peux être pleinement l'artiste que je sens en moi, de laisser ma part enfant illuminer mes journées et, et partager la joie. Je vais créer les conditions pour que ça arrive. L'amour de soi, l'amour de moi me fait avancer vers mes propres rêves, vers ce à quoi j'aspire. Et en avançant vers mes rêves, en ne dépendant de personne pour y aller, je vais être plus disponible pour me donner à l'autre, pour que tout ce qu'on partage avec l'autre, c'est un réel bonus, un moment de grâce pour peu que cette personne soit libre elle aussi et apprenne à se respecter, à s'aimer, à s'honorer et à ne pas donc dépendre de l'autre pour ça. La rencontre, elle devient sacrée, elle devient magique, elle devient ouais,
sacré. Sacré et magnifique. Le sacré est très nourrissant. Il nourrit l'âme. Et en nourrissant l'âme, ça nourrit le corps au passage. Mais ça ne s'arrête pas au corps, ça va tellement plus loin. Et c'est ça que je veux explorer dans cette dernière version de moi, où j'explore l'amour avec l'autre, dans une liberté, dans une indépendance, une ouverture à tout, une ouverture aussi à de nouvelles règles. Oser se dire, oser dire ce que je ressens sur l'instant, sans sentir que la personne, elle va en tirer des conclusions, ou se dire, oh là là, j'ai une fanatique à mes côtés, ou moi aussi, accueillir ce que l'autre a à me dire, sans me dire, oh là là, il est amoureux de moi, simplement parce que c'est là, et parce qu'on est à l'aise avec ce qu'on ressent. Je trouve que ça fluidifie beaucoup, beaucoup les relations, la communication et l'amour qui peut en découler. Et la tendresse qui peut en jaillir et la douceur qui peut prendre le pas sur tout le reste parce qu'il y a de l'amour pour soi avant tout qui fait que je n'attends pas de l'autre qu'il m'aime, qu'elle m'aime et qui fait qu'il n'y a pas de frustration, en tout cas beaucoup moins, et de tout ce qui va avec les frustrations, la colère, la tristesse, les attentes. Je m'arrête là pour cet épisode sur l'amour de moi-même. C'était important pour moi de témoigner du chemin de l'amour vers moi et de dire en quoi je trouve que c'est vital pour l'humain, pour l'humaine, parce que c'est des frustrations que naît la guerre et les frictions et les disputes et les destructions. Et c'est tout à fait ok de se disputer, dès lors qu'on arrive à se parler de nouveau dans l'écoute et dans l'amour pour régler la dispute, en tout cas si on a envie de rester ensemble. Donc merci pour ton écoute, pour ta présence. Je suis heureuse d'avoir partagé mon expérience de l'amour de moi et puis l'amour avec l'autre dans cette évolution sur ces 10 dernières années. Merci pour ta présence et à bientôt.